Bonjour à toutes et à tous, vous venez de me rejoindre pour une grande aventure. Nous allons marcher ensemble sur les chemins célèbres de Saint-Jacques de Compostelle. Depuis 1998, ils sont classés par l'UNESCO Patrimoine mondial de l'humanité. Si j'ai choisi de vivre cette expérience unique, c'est pour tenter de comprendre tous ces marcheurs qu'on appelle des jacqués. C'est également, évidemment, un super prétexte pour contempler des paysages en traversant le nord de l'Espagne à pied. Je vous invite à ouvrir une parenthèse dans nos vies, pleine de générosité, de sobriété et avec, vous pouvez compter sur moi, beaucoup de curiosité et d'enthousiasme. Soyez les bienvenus dans vos nouvelles échappées belles sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Bienvenidos al Camino de Santiago. Bienvenue sur le chemin de Compostela. Sur les chemins de Compostelle, On est parti? Voilà, allez-y. Le passeport du pèlerin, à chaque étape, vous allez vous faire tamponner. en marchant, Les 4 premiers jours sont toujours les plus difficiles. Et puis après, on est tellement empli de cette ferveur de marcher qu'on n'a plus envie de s'arrêter. ou par la mer. C'est très dur par la mer, mais quand tu arrives à Saint-Jacques, tu éprouves une grande satisfaction. Une expérience unique, mais qui se partage. C'est pas du Cahors, hein, mais bon, ça se voit. Nous sommes dans la région des authentiques piments, les piments de Herbonne Padron. Tu es où? Ici, je suis ici. De la France à l'Espagne, Donc là, je dis bonjour. Et là, je dis buenos dias. des moments riches en émotions, On est des passionnés qui aiment ça et qui aiment l'adrénaline et avoir des sensations fortes. avec beaucoup de beaux sentiments. Un simple chemin, C'est un endroit où tu viens et tu laisses quelque chose sur ton chemin. C'est comme un problème que tu emmènes dans ton sac et que tu laisses ici. et des rêves plein la tête. Ça nous aide à concevoir le monde comme une famille, non? La santé du camino. Le point de départ de Tiga, Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais avant de se mettre en marche, comme tout pèlerin qui se respecte, il lui faut compléter son équipement. Bonjour monsieur, dame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis sur le point de partir pour le chemin de Compostelle. De Oui. quoi ai-je besoin? Un bâton. Un bâton, oui. Voilà, ça c'est un bâton en châtaignier, ça aussi. Celui-là il est naturel, celui-là il est verni. D'accord. Après, vous voyez au niveau de la taille, peut-être que ça serait mieux, peut-être quelque chose comme ça. Un peu soit plus haut. Un peu plus haut. Ah, ça j'aime bien, oui. Pour vous, c'est du noisetier ça. D'accord. Donc vous voyez, c'est léger, Oui. c'est rigide. Là, avec ça, vous serez mieux. Bon, bah là, je Tiens, pense que... Tiga, salut. Déjà en train de faire des achats? Oui, il est dernier. Avant mon périple. Très bien. Bah, je vois que tu vas bien, Pierre. Tu vas Ça va, bien? ouais. Ah, vous connaissez tous les deux? Ah ouais, bien, ouais, ça fait quelques années. Ouais, hein. ouais, ça fait un petit moment. Bah, je vois, t'as acheté Et le oui, bourdon un traditionnel du pèlerin, il est beau. Hein. Il est beau, hein? Ah oui, il est magnifique. C'est du Très noisetier. beau. Il y a quelque chose qui vous manque. Ça. Coquille Un Saint-Jacques. coquille. Pratiquement tous les pèlerins ils l'ont, c'est un signe de reconnaissance, un des symboles du chemin. Oh, c'est Vous la chouette. suspendez comme ça. Ça commence. Et voilà, maintenant vous êtes pèlerine, il n'y a plus qu'à marcher. Merci beaucoup, buen camino. Salut, Pierre. Bonne Salut, Eric. camino, Merci. merci. Salut. Au revoir. Eric, Ouais. qu'est-ce qui t'a emmené ici à Saint-Jean-Pied-de-Port? Le chemin. Et moi, je voulais changer de vie parce que le chemin m'avait dit, mais au lieu de courir sans arrêt, de vivre une vie trépidante, tu as le droit de choisir d'être heureux et de choisir ta vie. Et puis, j'ai repris le gîte, il y a 10 ans maintenant. Et depuis, j'accueille les pèlerins du monde entier. Tiens, regarde, tu vois juste là, ici, Oui. c'est le bureau des pèlerins où tu iras demain matin pour prendre ta crédentiale, le passeport des pèlerins. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le signe qui t'indique le chemin de Compostelle. Et tu en vois un peu partout, tu en as même sur Paris. Donc demain, après ma première nuit dans ton gîte, c'est cette route que j'emprunterai. Absolument. Le chemin vers l'étoile. Absolument.
Quel joli nom. Ah ouais, c'est un très joli nom. Cette maison, en plus de ça, elle a une âme, quoi. Et chaque pèlerin, en fait, laisse un petit bout d'âme. On y va? On monte? À droite, tu as les sanitaires, douche et toilette, juste là. Ok, en commun. Voilà, en commun, bien sûr. Et puis ici, voilà, tu vas être dans ce dortoir. Il n'y a pas encore grand monde. Les gens vont arriver probablement un peu plus tard. D'accord. Mets-toi là, si tu veux. Tout très près bien. de la fenêtre, ça va être bien là. Voilà. Il y a une règle fondamentale, surtout en Espagne. On ne met pas son sac à dos sur le lit. On met J'allais quelque le faire. chose sur le lit. Voilà, c'est pour ça que je te le indiquais. Voilà, faut que ce soit propre. Et voilà, on passe par la porte du roi. Qui nous emmène où? Qui nous emmène à la citadelle, citadelle Vauban, qui est maintenant un lycée. Et je t'ai emmené surtout pour te faire voir le point de vue et te montrer le début de ton chemin. Ah oui, c'est beau. Tu vois les Pyrénées Oui. qui montent là? Mais c'est Voilà. sportif, attends, ça monte énormément ça. Oui, les 8 premiers kilomètres, tu as 600 mètres de dénivelé. Et puis la première côte, elle est à 17%, c'est un petit peu un casse-pattes. Donc y aller à pas lents, réguliers, des petits pas. Et on ne s'arrête pas tant que ça monte, parce qu'après, tu risques d'avoir beaucoup de mal à repartir. Il faut savoir prendre son temps, écouter son corps. Voilà. Et si on marchait avec le cœur jusqu'à ton gîte? Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Le cœur et les jambes. Et les jambes, bah, ça, disons que voilà, on ne sait pas lequel suit l'autre. Des chemins sinueux au petit village d'étape. Sur cette longue route qui les mène à Saint-Jacques-de-Compostelle, les pèlerins peuvent, derrière chaque pas, compter sur des hommes et sur des femmes extraordinaires. Des personnages de l'ombre dont l'expérience et la passion permettent aux marcheurs d'atteindre leurs rêves, arriver au bout du chemin de Saint-Jacques. Parmi eux, il y a Mayalène. Depuis 3 ans, la jeune femme fait la tournée des hébergements. Entre chaque étape, elle récupère et transporte les sacs et les valises des pèlerins qui ne veulent pas se surcharger sur le chemin. Voilà, j'ai 2 sacs. Je vais leur mettre une petite étiquette avant de les charger pour pas oublier où je les ai pris et où je dois les déposer. Ok, c'est parti. C'est reparti. De quoi alléger les dos et les esprits des marcheurs qui redoutent les pentes trop raides. Ils sont très stressés par l'étape. Ils n'ont pas forcément l'habitude de marcher en montagne. C'est pas facile. Et de transporter leurs bagages, ça les aide. Puis on les aide aussi à les rassurer, à leur dire que ça va bien se passer. Eux, ils marchent et nous, on les suit en voiture. Mayalène a grandi ici, au bord du chemin de Compostelle. Les pèlerins ont toujours fait partie de son paysage. Aujourd'hui, elle veille sur eux. Ah, c'est Patricia. Patricia? Ça va? Vous voulez pas vos bâtons? Une pause, ça ne nous dérange pas si ça décale d'un jour du coup. Une pause ou à Horizon? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Si jamais. Oui. Okay. Demain, vous l'écrivez sur le sac. Exactement, c'est parfait. Bonne journée. Bonne journée aussi, merci. Au revoir. C'est Patricia, elle avait laissé ses bâtons sur son sac, alors je voulais voir si elle les voulait pas pour la monter. Mais non, tout va bien, elle va bien. Plus haut dans la montagne, le chemin s'enfonce dans un monde de brume, territoire des chevaux et des brebis en liberté. C'est là, à 1200 mètres d'altitude, que Sébastien s'installe chaque jour depuis 6 ans. Il offre aux pèlerins la possibilité de reprendre un peu de force. Bonjour. Ah, voilà, Aquarius. C'est multifruits, ça. Alors, 4 €, merci beaucoup.
morceau de fromage? Lequel vous voulez? Celui-là? Donc, je suis agriculteur avec mes parents et l'été, on transhume avec les brebis ici. Au lieu de rester juste à surveiller le troupeau, on essaye de vendre aussi un petit peu le fromage et d'autres produits aux pèlerins. Au lieu d'aller au marché, on vient vendre ici. Voilà, c'est notre place de marché. Plus que du pain ou du fromage, c'est surtout de l'aide et du réconfort que Sébastien offre à ses marcheurs. Ici, on est où en fait? Alors, vous êtes à côté de la Croix Thibault. Vous êtes ici, voilà, au 5. C'est ça, ici le 5. D'accord. Voilà. Ils sont contents de voir quelqu'un du coin, hein, parce que, comme aujourd'hui avec le brouillard, ils ne savent pas où ils sont. Donc, rien que nous voir et de nous demander où est-ce qu'ils sont, combien il leur reste, bon, ça leur suffit déjà rien que ça de remettre un peu de morale. Hein. Chaque année, près de 60 000 pèlerins usent leurs semelles et leurs bâtons sur ces crêtes pyrénéennes. Et impossible de passer par ici sans s'arrêter au refuge d'Orisson et sans dire bonjour au propriétaire des lieux, l'incroyable Jean-Jacques. Hello. Alors, tout soupe. Voilà, welcome. OK. Mon père, il est berger au-dessus. Et très souvent, on a dépanné des pèlerins qui étaient un petit peu en détresse. Et je me suis dit, je pense qu'il faut faire quelque chose pour couper l'étape. Il y avait ici une ruine. Et j'ai bataillé, j'ai réussi à l'acheter. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Plus qu'ailleurs, cette ancienne bergerie fait le bonheur des marcheurs. C'est sûrement grâce à Jean-Jacques, qui offre chaque jour des moments de calme et un peu de réconfort dans un cadre grandiose. On est là au service des gens. On doit être capable de les renseigner, de leur donner à manger. S'ils ont un bobo, de les descendre chez le docteur. Absolument. C'est ici aussi que Mayalène, la porteuse de bagages et de bonheur, passe tous les jours livrer leurs sacs aux marcheurs, ravis de retrouver leurs affaires. Salut Lauriane, comment allez-vous? Bien et vous? Je vais bien, votre sac est ici, juste à temps. Merci, à plus tard. Je leur rends service, je les aide sur leur étape, donc oui, je me sens utile sur le chemin. Ce chemin serait peut-être encore plus difficile à arpenter s'il n'y avait à chaque étape des Mayalène, des Sébastien et des Jean-Jacques, toujours prêts à venir en aide aux pèlerins de Saint-Jacques. Marche avec ton cœur et non avec ta tête. Il est bien gentil, Eric, avec ses conseils. Mais le plus important, c'est de ne pas oublier pourquoi je me suis lancé ce défi. Bonjour. C'est la queue, hein? Oui. Ok. C'est mon grand départ aujourd'hui. Et vous, vous êtes parti d'où? J'arrive de Seattle, aux États-Unis. Bienvenue! On va se croiser pendant tout le voyage, toutes les deux. Je ne suis pas sûre. T'as vraiment de grandes jambes, tu vas marcher plus vite. Je serai probablement loin derrière toi. On verra alors. Tu viens d'où? Brésil. Brésil? Et pourquoi tu fais le chemin de Compostelle? Je suis de religion catholique et surtout j'adore le vélo. Donc je vais faire tout le chemin de Compostelle à vélo. Et comment tu te sens là? Tu es prêt? Je me sens un peu étrange car j'arrive tout juste de Paris et je ne sais pas si ce sera facile ou non. Mais je pense que ça va le faire. Et toi, tu le fais à pied? Oui, moi aussi je vais marcher. Oui, ça va te prendre au moins un mois. C'est à mon tour. Bonjour. Je viens chercher ma crédentiale. La crédentiale. Alors, la crédentiale, effectivement, c'est le passeport du pèlerin. Et à chaque étape, vous allez vous faire tamponner l'endroit où vous êtes. Vous remplissez la crédentiale. Oui. Nationalité française. Je vais vous faire poser le premier tampon. Et c'est vous-même qui allez
le faire. Donc vous allez taper comme ça. Ah, c'est un véritable engagement là. C'est un engagement, un grand engagement. On est parti? Voilà, allez-y, pas fort. Maintenant, vous avez votre passeport et vous pouvez partir faire le chemin jusqu'à Santiago. Merci beaucoup, Voilà. merci. Buen camino. Buen camino. Bon chemin en espagnol. Bonne route. Voilà, bonne route. Voilà. Merci pour toutes ces informations. Allez, bon chemin. Au revoir. Au revoir. Bonjour, vous pourriez nous faire une photo, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Claro que sí. Merci beaucoup. De rien, de rien. Bonjour. Bonjour. Encore une baiser perdue. Bon, ça sera pas la première. Hein. Et bonjour. Ah, bonjour. Vous avez de belles vignes de Cabernet Franc là. Ah ben oui, écoutez, c'est les vignes de la OCI Rouléguy. On est en plein dedans sur le berceau historique et on prépare la vendange qui devrait pas tarder. Est-ce que je peux goûter? Ah ben bien sûr, n'hésitez pas. Raisin. En plus, ce sont des raisins en bio, donc aucun souci. Oui. Et toi, tu viens d'où comme ça? Eh bien, j'arrive de Paris. De Paris? Oui. Oh, à pied? Non, je marche seulement depuis ce matin. Je suis partie de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ah, c'est un pied de port. Très heureuse de te rencontrer, Olivier. Également, je suis la 5e génération. Et j'ai même mon petit garçon, désormais, Baptiste, qui j'espère sera un jour vigneron et qui fera la 6e génération de vignerons sur nos vignes ici. Donc, je te présente Laurence, ma saisonnière. Salut, Laurence. Bonjour. On s'est salué de loin tout à l'heure. Oui, c'est vrai, je t'ai aperçu arriver. Ça va bien? Ça va, avec le soleil. Magnifique. Mon papa Xavier, petit gars. Bonjour, petit gars. Salut Xavier. Tu vas bien? Très très bien. Je vois que tu as un sac à dos. Oui, oui, oui. Hein? Oui, ça sent le Avec un petit détail qui ne trompe pas, n'est-ce pas? Ah oui, oui, c'est bien ça. Donc tu vas sur Compostelle. Oui, et a priori je passe par là-bas, hein, c'est Oui, ça, juste le en truc face. C'est une belle étape. Oui, hein. Très belle étape pour une première, c'est... Dites-moi, est-ce que je peux vous aider? Vous êtes tellement sympathique. Aujourd'hui, on va enlever un petit peu tout ce qui est un peu abîmé sur la vigne, qui est moins joli. Là, par exemple, Voilà, j'enlève les deux, là, Par exemple. comme ça. Voilà, tout à fait. C'est ça, hein, et je Voilà, laisse des par petites terre. parties sèches comme ça, par exemple. On essaie que la vendange soit la plus jolie possible pour avoir le meilleur vin possible. Alors, racontez-moi un petit peu l'histoire de ce vin, le vin d'Irouléguy. Il y a plein de légendes qui gravitent justement autour du vin, et notamment des moines de Roncevaux. Une légende disait que c'est eux qui avaient amené la vigne en Irouléguy. Moi, je pense plus que la vigne était déjà en Irouléguy, comme dans beaucoup d'endroits. Et par contre, les moines ont appris aux gens à mieux cultiver la vigne avec leur savoir, le savoir des moines, mine de rien. Et puis, je pense que vu qu'ils aiment bien boire du bon vin et qu'ils ne pouvaient pas en produire là-haut, ils étaient contents que les gens dans la vallée fassent des bonnes choses. C'est une des légendes. Laurence, casse-croûte? Allez, casse-croûte. Allez, papa, casse-croûte. Papa, t'as pas mangé tous les raisins, non? Non, il en reste. Ça va? T'as encore faim? J'adore ça. Voilà, ça y est. Casse-croûte. Le jambon, le casse-croûte est là. Chin, Bonne santé, à merci. ton périple futur. Merci pour l'hospitalité. Oui, merci buen, pour votre gentillesse. buen camino.
C'est vrai que derrière, bon, on est dans la zone de l'Irouléguy, donc qu'on peut considérer comme un vin de pèlerin aussi. Ah bon? Vin de pèlerin? Vin de pèlerin, oui. Ben, les pèlerins, comme le commun des mortels, ils boivent de l'eau sur la randonnée, mais le soir, quand ils s'arrêtent, ils boivent de la bière, mais ils boivent du vin aussi. Et tant qu'à être au pays, ils boivent du vin du pays. Oui. Ils n'achèteront pas de bouteille, mais ils vont consommeront. Voilà, parce que la bouteille, c'est lourd dans le sac à dos. Ah oui. Merci beaucoup pour ce moment très agréable, cette découverte de ce vin local. Je crois que c'est un petit peu ça, le chemin de Compostelle. C'est de rencontrer les gens, c'est ce que tu disais, de vivre des moments qu'on n'attendait pas spécialement. Absolument. Des découvertes. Est-ce que je vais repartir? Ah bah tu sais, bientôt il y a les vendanges, tu peux venir nous aider. Hein. Tu vas bien venir. Peut-être sur le retour. Attends, jamais. C'est jamais. Dans les monts de Léon, entre Astorga et Ponferrada, se dresse un curieux monument. Sur le Camino Frances, tout le monde le connaît, car il marque le point culminant du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. À 1504 mètres d'altitude, tout en haut d'un mât, une petite croix de fer rouillée se dresse dans la brume, comme un point de passage incontournable pour les pèlerins du monde entier. C'est un endroit où tu viens et tu laisses quelque chose sur ton chemin, sur ton pèlerinage. Tu amènes un caillou de chez toi. C'est comme un problème que tu emmènes dans ton sac et que tu laisses ici. Chaque personne a une raison différente pour le faire. C'est personnel. C'est assez difficile à expliquer. Site funéraire, théâtre d'un événement important ou simple balise le long du chemin, le cairn a été formé très tôt par les marcheurs. Au XIIe siècle, le clergé local y a installé une croix, donnant une nouvelle symbolique à ce lieu. Aujourd'hui, une atmosphère quasi mystique règne autour de la croix, au pied de laquelle des objets plus insolites fleurissent. Ce petit diadème, tiens regarde, je le mets. Au début, ça a démarré comme une blague. Je l'ai acheté en Allemagne à un concert. Mes amis m'appelaient princesse, donc j'ai mis ça pour rigoler. Comme je n'ai pas emmené de cailloux avec moi, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'offrir ce diadème à la croix de fer. C'est un symbole de ma fierté. C'est comme une partie de mon identité, et je voulais l'offrir à Dieu. Alléger son esprit et surtout son sac à dos pour les 300 derniers kilomètres vers Compostelle. À la croisée des chemins, au cœur de la Navarre agricole, la tradition d'accueil se perpétue. En face du monastère d'Irach, une fontaine atypique offre aux pèlerins une curieuse façon de se désaltérer. C'est pas du Cahors, hein, mais bon, ça se boit. Cette fontaine à vin pas très catholique est ouverte toute l'année. Mais la modération est de rigueur, surtout si l'on veut survivre à la chaude journée de marche. D'ailleurs, à 7 h du matin, le petit coup de rouge divise. La santé du camino. Il est trop tôt pour moi. J'ai bu trop de vin hier soir. Si je bois maintenant, je vais m'endormir. Non, le pèlerinage s'arrête ici, nous. Il faut les ça tous les 10 km. Boire du vin comme ça, c'est divin. Saint-Jacques, c'est d'abord une histoire d'hospitalité. Et au détour du chemin, un petit remontant, ça ne se refuse pas vraiment. C'est parce que le monastère d'Irach était le premier endroit à donner quelque chose à boire et à manger aux pèlerins. Et alors nous, on a voulu continuer la tradition. Alors on met un peu de vin rouge, c'est un vin rouge d'appellation d'origine de la Navarre. On met 5 litres par jour, gratuit pour aider les pèlerins à arriver à Saint-Jacques. Et ça donne un peu d'énergie. Plus loin sur le chemin, dans la province de Léon, là où culmine le Camino Frances, dans un minuscule hameau, une auberge d'un genre inattendu a de quoi surprendre le pèlerin. Nous, pauvres chevaliers du Temple, aspirant à l'homme universel, aujourd'hui pour nos frères, j'invoque la lumière.
Tomàs Martínez se présente comme le dernier templier du chemin de Saint-Jacques. Tenue traditionnelle, prière quotidienne, dans son auberge d'inspiration médiévale, les principes du temple sont rigoureusement appliqués et offrent aux marcheurs un véritable voyage dans le temps. De tout temps, le temple a défendu les pèlerins. C'est pour ça que l'ordre a été créé, pour protéger les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem. Plus tard, les Templiers étaient également présents le long du chemin de Saint-Jacques, jusqu'à la dissolution de l'ordre en 1150. Si l'ordre a bel et bien disparu au XIIe siècle, Tomàs et ses aspirants templiers tentent à leur manière de faire revivre la tradition. Leur mission, 365 jours par an, accueillir et prendre soin des pèlerins. Ça a été comme un appel. L'esprit du temple m'a touché. Il n'y avait plus qu'à se lancer. On a décidé d'installer ce refuge dans ce passage montagneux un peu difficile. Ici, en hiver, c'est très dur, quand il fait très froid et qu'il y a beaucoup de neige. Avant, il n'y avait rien sur 38 km. Figure emblématique du chemin, Tomàs est bien connu des marcheurs qui viennent parfois ajouter leur pierre à l'édifice, devenu au fil des ans véritable cabinet de curiosité. C'est génial. C'est mon père qui l'a fait. C'est le nom de mon village. Peut-être qu'on peut l'accrocher? On va le mettre dehors. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Zorana, et toi? Tomàs. Merci beaucoup. Ça n'arrive pas tous les jours. Beaucoup amènent des panneaux, mais peu les amènent réellement de chez eux. Ces rencontres improbables, ces lieux insolites jalonnent la longue route vers Saint-Jacques. Et c'est sans doute ce que les pèlerins appellent l'esprit du chemin. Bonjour. Tu peux m'asseoir à côté? Bien sûr. Merci. Là, cette dernière montée m'a épuisée. D'accord. Ça se prépare, hein? Ah, ça se prépare, oui. Moi, c'est la deuxième fois que je le fais. Je l'ai fait dans son intégralité, en fait, donc je m'étais préparée 1 an. 1 an de préparation. Moi, j'avais vraiment la trouille de cette étape-là avant de faire le pèlerinage. Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est la dernière étape avant le passage en Espagne, enfin au Pays Basque Sud, on dirait ici. Donc elle est quand même très importante. Et puis elle est dure. Hein. Et elle est dure, elle est dure. C'est 1050 mètres, je crois, de hauteur, elle est très dure. Toi qui l'as déjà fait une fois, comment tu en es revenu de ce pèlerinage? J'en suis revenue avec une certitude, à savoir qu'il y a un avant et un après Compostelle. Voilà, il se passe plein de choses, on se nourrit de rencontres et puis surtout c'est très introspectif, on a le temps de beaucoup réfléchir. Et il y a une très jolie phrase là qu'on a utilisée puisque je fais de la musique. Tu fais de la musique? Ouais, je suis chanteuse basque. Et on a utilisé une phrase qui disait « Le chemin est à tous, mais chacun il fait le sien ». Et je crois que ça résume bien ce que sont les chemins de Saint-Jacques, en tout cas pour moi, vraiment. En tout cas très nourrissante. Il y a quand même le fait d'écouter les éléments, la nature, les sons. Enfin, tout nous a inspiré pour l'album. On a écrit une chanson sur les cloches des églises. Voilà, et tout a été source d'inspiration. Et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Anne Etchegoyen. Anne Etchegoyen. Ça sonne basque. Ça, c'est bien basque. Moi, c'est Tiga. Enchantée, Tiga. Et tu dors où ce soir? Eh bien, écoute, je vais m'arrêter à Roncevaux. Je pourrais pas continuer. Mais il vaut mieux pas traîner parce que cette période de l'année, il y a quand même pas mal de monde. Il vaut mieux y aller. Ça y est, on approche le passage de la France à l'Espagne, ou comme je préfère dire, du Pays Basque Nord au Pays Basque Sud. On est à la frontière là, entre les deux pays? C'est ça, Navarra ou Nafarroa. Donc là, voilà.
Je dis bonjour. Bonjour. Et là, je dis buenos dias. Ouais. Mais alors, par contre, là, tu peux dire agur ou egunon. En basque, tu peux le dire dans les deux. Ah voilà, et juste au milieu, on parle basque. Agur ou egunon. Tout ça, c'est le Pays basque. T'es français basque. T'es fière d'être basque, hein? Ah bah oui. T'as raison. Voilà. Buen camino, amigo peregrino. Buen camino, amigo peregrino. Buen camino, amigo peregrino. Buen camino, amigo peregrino. Ça me donne vraiment envie d'écouter ta musique, de t'entendre chanter. Eh bien, si ça te dit, on va donner un concert tout à l'heure, là, si tu n'arrives pas trop tard à Roncevaux, où mes musiciens vont me retrouver. Donc, on va donner un concert à l'église. Oh là là, tout ça! Et là, tu auras celui-là. C'est celui-ci qu'on va... Ouais. Merci. Donc là, ce soir, ça y est, je peux dormir ici. Ça y est, tu peux dormir aussi ici. Merci, c'était tout simple. Merci beaucoup. On va aller se changer et laisser nos chaussures et nos sacs. D'accord. Et après, on va à ton concert? Exactement. Aux répétitions? C'est ça. Top. C'est beau ici. J'attends Salut public. les gars. Mais je vous présente Tiga. Bonjour monsieur. Ah, Bonjour, Lacho. monsieur. Tiga. Et Jérôme. Tiga. Salut Jérôme. Enchanté. Bonjour. Bonjour, comment va? Ça va? Prieur Valentine. Soyez bienvenue. Voilà. Merci. Bienvenue. Comment ça va? Ah, c'est Père Valentin? Gracias. Si. Gracias por votre tu église? acogida. Si. Et cette église, on peut dire que c'est la première église gothique en Espagne. Là. Si vous connaissez la cathédrale Notre-Dame, c'est Notre-Dame, mais en petite. Tiga, Valentine, je vais vous laisser pour aller faire quelques vocalises pour me chauffer la voix avant le concert. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Anne. Merci. Si vous voulez, on peut visiter les croates, oui. Ah oui? C'était très intéressant d'aller voir. Si. Merci Ok. beaucoup, Père Valentin. Bien. En attendant le concert. Tout ça est né au XIIe siècle pour le chemin de Saint-Jacques. Le chemin s'est développé déjà au Xe siècle, mais tout ça a été préparé et conçu pour accueillir le pèlerin. Et aujourd'hui, il y a combien de personnes qui peuvent dormir par nuit à l'auberge où je loge ce soir? Tous ces jours, il y a à peu près 200 pèlerins. Pourquoi c'est redevenu aussi populaire auprès des gens? Je pense que c'est difficile de savoir exactement les raisons, mais on peut dire qu'il y a l'influence du pape Jean-Paul II qui est venu à Compostelle. C'était une surprise quand on voyait beaucoup de pèlerins qui venaient. Goizetik ratxena
passé Roncevaux, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle continue sa route à travers les paysages de la Navarre pour arriver à Pampelune, sa capitale. Indissociable de la ville, les fêtes de la San-Fermine réunissent en juillet plus de 2 millions de personnes, faisant de cet événement la 3e plus grande fête du monde. Pendant 8 jours, tous les matins, la vieille ville se prépare à accueillir l'attraction phare de la journée, les Ancieros, les plus célèbres courses de taureaux de toute l'Espagne. Des courses qu'Antonio, enfant du pays, ne raterait pour rien au monde. C'est le foulard qu'on met pour les fêtes de Pampelune. Il appartient à mon grand-père, c'est moi qui le porte maintenant. Et c'est mon porte-bonheur. Comme mon bracelet, pareil. On s'attache à tout ça et il me tient à cœur, ce foulard. Un peu stressé, comme tous les matins. On sait qu'on va dans la rue, qu'on va aller courir devant des taureaux. Donc on a peur. On n'est pas en panique, parce que sinon on n'irait pas. On a peur, mais ça va, hein. Ça va aller. Antonio fait partie d'une équipe de passionnés qui viennent chaque année se mesurer aux taureaux et risquer leur vie. Pour conjurer le sort, chacun a ses petits rituels. Dès 7 h du matin, des centaines de spectateurs prennent place pour admirer les 6 taureaux de corrida qui vont traverser le centre historique et rejoindre les arènes au milieu de 2000 coureurs. Une affluence qui font des courses de Pampelune les plus prisées de la planète. Plus ou moins entraînés et expérimentés, tous, comme Antonio et ses amis, redoutent ces quelques secondes de sprint devant ces monstres de 500 kg aux cornes mortelles. C'est des courses très rapides et très brèves, mais qui sont très violentes parce que ça arrive très vite, très fort. Le taureau n'a jamais eu de contact entre guillemets avec l'humain. Donc dès qu'il nous voit, ça charge, voilà, il faut aller vite. 8 h moins 1 minute. Une dernière fois, en chanson, Antonio et ses camarades demandent protection au saint patron de la Navarre. Hé, j'ai pris un gros coup. J'hallucine. Salut, ça va? Ouais. Plus de peur que de mal, tout s'est bien passé pour Antonio. À Pampelune, le dernier accident mortel remonte à 2009, mais les courses font des dizaines de blessés chaque année. Pour les coureurs, ces risques font aussi tout le sel de la course. On adore ce contact avec le taureau, de pouvoir courir avec lui, de faire quelques mètres avec lui. C'est le plus grand bonheur qui puisse nous arriver, c'est de réussir à faire une belle course avec un taureau. On est des passionnés qui aiment ça et qui aiment l'adrénaline et avoir des sensations fortes, quoi, voilà. Ah d'accord. Abel. Comme tu n'as pas mangé de taureau ce matin dans la rue, tu as mangé dans l'assiette maintenant. Oh, c'est petit ça. Pour Antonio et ses amis, le traditionnel repas de 9 h 30 est l'occasion de se détendre et de refaire la course. Et là je suis là, tu vois, tout le long de la course. Oui, il cherche, oui. T'es là, ton Mathieu, non? Ah oui, on te voit là, oui. Ici, oui, on te voit, hein. C'est sûr. Il est tout en finesse, Mathieu. Et Sébastien, ici, Sébastien. Là. Ah ouais. Il est bien, Sébastien aussi, là. Ah ouais.
Un petit moment d'autosatisfaction qui ne leur fait pas perdre la tête. La star à Pampelune, c'est le taureau. Et nous, on n'est pas des stars, nous, on est les protagonistes. On essaie d'être là, de faire des courses, ce qu'on peut. Des jours, on fait des belles courses, des jours un peu moins. Si tu crois un jour que tu es une star, le taureau, il va vite te montrer, il va vite t'expliquer que tu n'es pas du tout une star et qu'il est beaucoup plus fort que toi. Le repas terminé, Antonio aime se promener dans les rues qui commencent à se remplir et à s'animer. Pour moi, les fêtes de Pampelune, déjà, c'est les plus belles fêtes du monde. Et ensuite, elles ont un côté spécial parce que je suis né ici, donc automatiquement, je ne suis pas spécialement chauvin. Mais pour moi, c'est de la tradition. Vu que je cours aussi les Siros, c'est de l'émotion, c'est du partage, c'est du bonheur. Et voilà, c'est ma ville, je l'aime. Mais en coureur aguerri, Antonio sait que taureau et excès ne font pas bon ménage. Il rentre donc se reposer pour préparer la course de demain et laisse la ville aux fêtards et aux quelques pèlerins égarés. Encore une belle journée qui commence. C'est ça. Tu sais, hier, je me suis couchée tôt. J'ai pas du tout eu le temps de visiter la ville. Je sais pas si ça te dit ce matin qu'on en profite un petit peu plus. Avec plaisir. En plus, Puente la Reina, c'est une étape très importante. Ici convergent les 4 voies, toutes les voies en fait. Donc il y a plein de choses à voir. Plein de choses à voir. Tu connais un peu la ville? Tout à fait. Celle-ci, l'église de Santiago. Ouais. Ouais, super. Elle est magnifique. Rien que la porte. Santiago, c'est Saint-Jacques de Compostelle en espagnol. Hein, Santiago. Santiago, c'est ça, c'est Saint-Jacques. Et en fait, il y a une statue justement de Santiago qu'on appelle en basque le Santiago Belsa, le Santiago noir, puisqu'il était là depuis tellement de temps qu'avec l'encens, la couleur un peu sombre du bois et l'usure, il était devenu un petit peu sombre, un petit peu noir. Mais elle a été restaurée depuis, donc elle est plus tout à fait aussi sombre. Je peux aller voir? Oui, je t'en prie. Tu m'attends là? Ça marche. Ok, j'arrive, à tout de suite, Anne. Merci. C'est le drapeau basque qu'on voit en face de nous. Voilà, l'Icuriña, on dit en basque. Et donc, c'est le même drapeau pour la partie française que pour la partie espagnole. Voilà, c'est un même pays, donc c'est un drapeau. Un même pays. Et le drapeau rouge avec une croix jaune au milieu, c'est quoi? C'est le drapeau de la Navarre. D'accord, oui, c'est la région dans laquelle nous nous trouvons. Voilà, la province, exactement. La province. Très bien. Je me posais une question. La coquille, alors là, elle est dans ce sens-là. Parfois, je l'ai vue qui donnait vers le bas. Est-ce qu'elle indique quelque chose de particulier ou... Alors en fait, non. Ça te permet juste de savoir que tu es bien sur le chemin Saint-Jacques. D'accord. Et en revanche, pour t'indiquer le sens, le bon sens de la marche, sont les flèches
que tu trouves un peu partout. Tu trouves sur des murs, par terre au sol. Même des fois, tu mets juste un petit truc jaune. À propos de la coquille, là, un pèlerin chevronné m'avait donné 2 histoires concernant la symbolique de la coquille, à savoir une était simplement que les pèlerins qui allaient jusqu'en Galice et qui donc s'approchaient de l'eau ramenaient un coquillage chez eux. Oui. Et la seconde, ça pouvait éventuellement être... Certains y voyaient la main de Dieu. La main de Dieu? La main de Dieu. Mais il a beaucoup de doigts, Dieu, quand même. Ben oui, mais bon, rien de surprenant, c'est quand même la main de Dieu. Et juste avant qu'on arrive à la sortie de la ville, je t'ai préparé une petite surprise. Donc on va t'amener dans un lieu que j'ai découvert il y a 3 ans quand j'ai fait le pèlerinage. C'est une société privée gastronomique. Wow. Donc on risque de bien manger après toi. Pause déjeuner. Tu vas donc me faire découvrir un restaurant secret. C'est ça, et privé. Quand je te précède? Oui, je t'en prie. Salut Manouche, comment ça va? Mais Onguina, c'est Tassou. Hola Carlos. Hola. Bonjour. Ça va? Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bien. Vous vous appelez comment? Gloria. Gloria. Et donc Carlos. Bonjour, voilà, Carlos. petit gars. Donc alors, qu'est-ce que c'est que cette société gastronomique privée? Nous sommes une société qui comprend environ 90 adhérents. Nous organisons des événements autour de la culture basque. Des cours de cuisine, de couture et même de danse. Et alors, ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas vus tous les 3? Ça fait 3 ans. Ton passage était une belle occasion de revenir sur ces lieux très agréables et conviviaux. Alors, Carlos, est-ce que toi, tu as déjà fait le chemin de Compostelle? Oui, je l'ai déjà fait. Il y a 20 ans, avec notre association, on a fait le chemin jusqu'à Compostelle, en partant d'ici. Et comme c'est le 20e anniversaire, on voulait le refaire. Mais là, on le fait en plusieurs fois. D'ailleurs, demain, on fait l'étape qui va jusqu'à Carrión de los Condes. Donc ce chemin, ça veut dire que tu l'aimes? Oui, je l'aime. Je suis né au croisement de l'église, que vous avez visité tout à l'heure. Je vis toujours là-bas, et j'emprunte ce chemin tous les jours. Le chemin de Compostelle fait vraiment partie de ma vie. Anne, est-ce que tu nous ferais l'honneur de nous chanter une chanson? Bye. Mileshka Reinitz. C'est une très belle journée, et comme mon amie Anne y contribue, c'est vraiment dommage qu'elle n'aille pas jusqu'à Compostelle. Elle va me manquer. Avec ses airs de Far West, cette chaîne de montagnes a de quoi surprendre. Pourtant, c'est bien en Asturie que l'on trouve Las Médulas, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce joyau, au reflet ocre, a été entièrement façonné par la main de l'homme. À 30 km au sud du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ces montagnes attirent de nombreux pèlerins. C'est le cas de ces cyclistes danois qui n'ont pas hésité à venir y faire un détour. On a décidé de venir faire un arrêt à Las Médulas parce qu'on a vu de très très belles photos et on s'est dit que ça serait sympa de venir ici. On pensait que cette journée, ça serait un jour de repos, mais je n'en suis pas si sûr quand je vois comme il faut grimper. Mais ça vaut le coup, je suis très impressionné par le site.
Derrière ces incroyables roches se cache en réalité la plus grande mine d'or à ciel ouvert façonnée par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le ventre de ce canyon recèle un impressionnant dédale de galeries dans lesquelles Luis Ortiz aime à se perdre. Gardien de ce trésor, il en connaît les moindres recoins. Là, je vois qu'il y a un mélange de couches de sédiments. Ici, nous avons quelques graviers, des petits cailloux, et là, de l'argile. Ça se voit à la couleur. C'est bien le signe qu'il devait y avoir des pépites d'or. Sous l'Antiquité, dessiner un site aussi remarquable représentait un vrai défi technique. Près de 20 000 ouvriers de la région y travaillaient à la force de leurs bras pour mettre à jour les richesses de Las Médulas. Pendant environ 200 ans, ils ont obtenu un rendement d'or de 4 700 kilos. Les Astures étaient un peuple libre, mais comme ils faisaient partie intégrante du peuple romain, ils devaient contribuer à l'Empire. Et leur contribution consistait à chercher de l'or dans cette galerie. Même après des années, Luis ne se lasse pas de ce panorama unique où la nature luxuriante se mêle à l'empreinte de l'homme. Je sais que j'ai beaucoup de chance de travailler sur ce site. Regardez, là, ce vert, c'est dû à la végétation. Et puis l'oxyde de fer mélangé à l'argile donne une oxydation qui provoque ces tonalités orangées. C'est très contrasté. C'est le résultat des travaux miniers effectués par les Romains. L'impact sur l'environnement peut clairement se constater. Ça a été un attentat écologique. Mais avec le temps, la nature a fini par reprendre ses droits. Au fil du temps, les Romains ont abandonné l'exploitation aurifère. Il faudra attendre le XXe siècle pour que d'autres explorateurs s'y intéressent. Niché au cœur des montagnes, le village de Las Médulas s'est construit sur le butin de ces chercheurs d'or. Il fait aujourd'hui la fierté de leurs descendants, dont Pedro, restaurateur, qui occupe la plus vieille bâtisse du village. C'est vrai que c'est un privilège de vivre dans un village aussi ancien, chargé d'histoire et entouré d'un cadre aussi beau et impressionnant. Dans les années 50, l'exploitation minière est tombée en désuétude. Paco et Fructuoso, deux irréductibles, ont poursuivi l'œuvre de leurs aînés. Au pied des montagnes de Las Médulas, ils se mettent en quête du précieux sésame. Allez, j'espère qu'on réussira à trouver des petites pépites d'or. Oui, oui, ici ce sera bien. Allez, on met les affaires ici. Ah, une pièce de monnaie romaine. Oui, on pourrait croire, parce qu'elle brille beaucoup. Peut-être qu'on y trouvera une pépite. On est en train de prendre un échantillon de cette terre rouge, typique de Las Médulas, pour voir si elle contient de l'or. Après avoir sélectionné différentes pierres, Paco et Fructuoso les passent au tamis dans la rivière. Ce tamis est fait à base d'écorce de châtaignier. Les anciens le découpaient à la main. Il a approximativement 150 ans. Ce sont mes arrière-grands-parents qui l'ont fait. Avec ce tamis, ma mère lavait l'or. Lave bien les racines, hein? Oui, oui, je rince bien. Ma mère faisait ça pour gagner un peu d'argent, car il n'y avait pas d'autre moyen de survivre. Moi, je fais ça en souvenir de ma mère. Ce qu'elle faisait, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a souffert pour pouvoir gagner une piécette. Regarde, elles apparaissent. Regarde, là, il y en a une. 2 et 3, 4. Oui, 4 au moins. Loin de faire fortune, les deux compères entendent surtout continuer à écrire l'histoire de Las Médulas. Si l'argent ne fait pas le bonheur, c'est certainement dans ces paysages d'exception qu'ils trouvent le leur.
merci Milagros, hein, vraiment. Tu sauves un petit peu mon pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle parce que je me suis rendu compte que j'aurais pas assez de temps pour tout faire jusqu'à Santiago. Donc je profite de ta voiture et du fait que tu m'aies prise en autostop. Merci infiniment. Il n'y a pas de problème, j'habite ici. On est à 20 km de Padrón et 20 km de Santiago. Donc là, on est dans la région de Padrón. C'est bien ici qu'on fait les fameux piments, les pimientos de Padrón. J'adore ça. Oui, oui, nous sommes dans la région des authentiques piments, les piments de Herbón Padrón. Nous avons le label AOC qui nous a été attribué. Donc on ne dit pas le piment de Padrón, désormais je dirais le piment d'Herbón. Exactement, c'est l'appellation Pimientos de Herbón, les authentiques. Alors là, ce sont tes serres? Oui. Oh là là là. Si tu veux, je t'explique un peu comment se passe la récolte. Avec grand plaisir, oui. Merci Milagros. Tu m'as fait gagner du temps et moi je vais t'aider. Voilà. Bienvenue sur mon exploitation de piments. C'est la première fois que je vois un champ. Un champ de Padrón. Voilà, tout est vert, regarde. En combien de temps la fleur devient un piment que tu récoltes? De la fleur jusqu'au piment, il faut une semaine. Une semaine? Ah oui, donc tu travailles en continu. Oui, on récolte tous les 2 jours, car les tout petits piments que tu vois là seront déjà à maturité d'ici 2 jours. Et ainsi de suite. Bon, je vais te montrer comment on récolte. Tu fais le nœud devant. Très bien. Comme un sac. Voilà. Merci Milagros. Tu vois ce piment-là? C'est la taille parfaite pour le récolter. Tu fais comme ça avec ta main, tu pinces juste ici, et avec un petit tour, ça se décroche. Ok, patronne. Très bien. Et celles-là, elles sont en haut, alors laisse-moi faire. Mais les grosses? Tu es où? Ici, je suis ici. C'est bon. C'est chouette que tu sois là aujourd'hui. Ça me permet de parler en travaillant. Alors, raconte-moi ton histoire, justement. Mon histoire a commencé quand je me suis mariée avec un ramasseur de piments. Ah, l'amour. L'amour te mène parfois à faire des choix. Mais je n'avais rien à voir avec le piment. Mais lui, oui. Il tient ça de ses arrière-grands-parents qui travaillaient déjà dans le piment. Et est-ce que tu en vis? Pour aider l'économie de la famille, oui. Mais réellement, s'il n'y avait que le piment, non. Bah, tu vois, je suis surprise parce que le piment d'Herbón, il est dans toutes les assiettes en Espagne. Quand on vient manger des tapas, il y en a partout. Moi, j'adore ça, je te l'ai déjà dit. Et pourtant, là, on est dans la région de production. Oui, mais tout ce que tu trouves dans les assiettes et sur les marchés, ce n'est pas vraiment du piment d'Herbón. Il y en a beaucoup qui viennent d'ailleurs. Nous, ce que nous essayons de chercher, c'est la qualité, non la quantité. Quand tu produis beaucoup, tu ne peux pas obtenir cette qualité de piment. Tu sais quoi? Viva el pimiento d'Herbón. J'ai hâte de le goûter. Voyons. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, bien, bien, bien. Oui, pour une première fois, c'est très bien. Oui, bien. Oui, merci, c'est gentil. Première étape terminée. Bienvenue dans notre coopérative. Tu vois notre logo ici? C'est une femme qui ramasse des piments. Donc c'est un métier plutôt féminin? Oui, nous sommes 18 femmes et seulement un homme. On va apporter ça là-bas sur la table de tri. On verse ça ici et on va les trier. Alors, en quoi ça consiste? Il faut sélectionner par rapport à la taille, ceux qui piquent et ceux qui ne piquent pas.
Celui-ci, par exemple, est piquant. Il est un peu plus grand que l'autre. Et il faut qu'il soit vert foncé. Ça veut dire que sur un seul et même pied, il peut y avoir des piments piquants et des piments qui sont doux. Oui, le même plant donne des piments piquants et des non piquants. Si les températures changent rapidement, la plante va souffrir du stress. Et ce stress va provoquer une augmentation du calcin, ce qui va donner un piment plus piquant. C'est ça. C'est comme pour nous, il pique quand il est stressé. C'est ça. C'est bientôt cuit, ils ont une bonne couleur. Allons-y, on va pouvoir les goûter. Je me sens bien. Un peu de sel. Merci à toi d'être venu nous aider pour la récolte et la cuisine. Bon alors, on goûte tous ces piments. Oh, ils sont bien pimentés. Waouh, ils sont super pimentés. Comment vous les avez triés? Il se peut qu'il en reste des plus piquants. Ben oui. Justement, c'est ça la particularité du piment d'Herbonne. Il y en a des piquants et d'autres non. Vous savez quoi les filles? Ils sont bien meilleurs que certains que j'ai déjà mangés en Espagne. Une chose est sûre, c'est que le piment d'Herbonne, c'est une spécialité espagnole incontournable quand on passe dans votre pays. Oui, certainement. Et prends des forces pour la suite du chemin. Tu as raison. Oh là là, ça pique quand même. Attends, je vais te donner ça. C'est de la confiture des piments que tu viens de manger. Il y en a un doux et un piquant. Merci infiniment. Pour t'accompagner sur ton chemin. En plus, ça se conserve très bien et c'est pas trop lourd pour le mettre dans mon sac. Allez. Infiniment. Prends soin de toi. Et surtout, reste la femme piquante que tu es, j'adore. Ciao, Milena. Bon voyage. Muchas gracias. Mille et une raisons conduisent les pèlerins à se lancer sur les routes de Saint-Jacques. Il y a ceux qui choisissent de le faire à pied, mais aussi ceux qui le font en bateau. Une armada de 30 voiliers embarque pour une épopée hors du commun, un pèlerinage maritime. Tu me dis quand on peut ici? On peut y aller là. On peut y aller, il n'y a pas trop de vent, on est bon. C'est à bord du Dranac que Fabienne, Philippe et leurs enfants s'aventurent pour la première fois sur les mers galiciennes. Ces marins aguerris, originaires des côtes bretonnes et canadiennes, vont ainsi naviguer durant 2 semaines ballottés par la houle. Regarde, t'as vu? Je prends une photo. Oui. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des pèlerins là-haut là, qui se promènent. Et nous, on est là, sous le soleil. C'est merveilleux. C'est la première fois qu'on fait le chemin de Compostelle. Peut-être aussi la dernière d'ailleurs, parce que ce qui nous amène à le faire, c'est pas une question de religion, on est catholique ni l'un ni l'autre. C'est un chemin spirituel aussi, ouais. Ma sœur est décédée le 4 avril. On avait rêvé de faire Compostelle ensemble, à la marche, avec notre sac à dos et passer du temps ensemble. Si elle se remet, et elle s'est pas remise, un soir, Philippe a dit « Ça te dirait de faire Compostelle à la voile? » Et j'ai rigolé, j'y croyais pas. Je savais pas que ça existait. Après une longue journée de navigation, sous une météo changeante, la famille et les autres marins accostent au port de Viviero. Fico, le responsable de la traversée, est aux petits soins pour les pèlerins. Comment s'est passé votre voyage? Très bien. On a eu un bon vent. Depuis 3 ans, Fico et son association Sail the Way font vivre ce pèlerinage insolite. Ils entendent ainsi renouer avec les traditions moyenâgeuses tombées jusqu'alors dans l'oubli. On a lancé ce projet parce que ça se faisait déjà à l'époque. Historiquement, on raconte que le corps de Saint-Jacques a été ramené par la mer de Jérusalem en Espagne. Sa sépulture est toujours dans la région.
Il y a quelque chose de spirituel. Un chemin de terre sera toujours pareil, alors que sur la mer, tout change, tout bouge. C'est très dur par la mer, mais quand tu arrives à Saint-Jacques, tu éprouves une grande satisfaction. Tu t'es battu avec la mer et le vent. Tu te sens plus fort. C'est une aventure unique. À la tombée de la nuit, la famille retrouve le confort spartiate de leur nouvelle maison. On dort chez nous. Notre bateau, c'est chez nous, donc ils se promènent avec nous. Donc on n'a pas besoin de l'hospitalité d'un monastère pour passer la nuit. On a par contre besoin de l'hospitalité des ports. Non, pas de ce côté! Ça suffit tous les deux, là. Oh. Comme chaque matin, Fabienne et Philippe se réveillent dans une ville différente pour s'imprégner au mieux de l'ambiance gallicéenne. Viviero, cité médiévale encore préservée des touristes, est l'une des grandes étapes de leur voyage. La famille y retrouve les autres capitaines pour partager leurs expériences. C'est ma nouvelle amie. On a plein de nouveaux amis. C'est un défi et des rencontres. C'est une partie dure et c'est une partie de bonheur oui, voilà, où on est accueilli et on retrouve les autres. Le fait de s'arrêter dans des ports, c'est essentiel, d'abord pour se retrouver tous ensemble, pour partager ces moments qui ont été pour certains assez pénibles. Et après, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une journée avec du soleil, c'est découvrir cette petite ville que je n'aurais sans doute jamais visitée, qui est charmante. On entend le bruit des mouettes, on entend le bruit de la mer au loin, et voilà, c'est plein de charme. La visite de la ville est aussi une façon pour la famille de découvrir l'Espagne autrement, au travers de ses traditions culturelles et gastronomiques. Rien de tel qu'un bon merlan aux pommes de terre pour accompagner ses champs marins. Quand vous avez de bons produits, il faut faire attention à ne pas masquer le goût. Il faut juste les déguster. C'était ça l'idée de notre pèlerinage, c'était pas uniquement de la promenade le long de la côte, c'était aussi la rencontre des gens et c'était aussi la rencontre de la culture. Et la gastronomie, ça fait partie de la culture. Et le vin aussi. On mange la mer, là, c'est merveilleux. Et on boit la terre. Et voilà. C'est ça. Guidés par Saint-Jacques, l'aventure se poursuit pour Fabienne et Philippe et leurs enfants. Dans 5 jours, après avoir parcouru 650 km contre vents et marées, les bras endoloris et les yeux pétillants, ils gagneront la terre ferme. Vous arrivez d'où comme ça, vous? La dernière étape, c'était où? Castaneter. On nous avait prévu 25 km et à l'arrivée, on en est à 29. Presque 30, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous motive à aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive? La motivation, je pense que c'est le dépassement de soi. Parce qu'on se demande toujours si on va y arriver, si réellement on est capable de le faire. Hein. Pour moi, je ne veux pas dire que c'est un exploit, mais c'est quelque chose de très fort. Et je tenais absolument à arriver à Santiago. Parce que moi, je suis sportive et j'ai la chance de ne pas avoir de problème de santé. Mais mon amie, elle a des problèmes très importants de hanches. J'ai eu. Maintenant, voilà. tout va bien. Voilà. Mais alors, je l'ai fait également dans un but un petit peu spirituel, malgré tout. J'ai eu beaucoup de peine dans ma vie. Enfin, bon, je tenais à accomplir ça. Et aller même jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à Finistère. Et j'irai. Moi, je m'appelle Tiga. Et vous? Martine. Martine, très heureuse. Et moi, Dani. Et Dani. Martine et Dani, mes nouvelles amies. Voilà. Ça me ferait plaisir de continuer le chemin jusqu'au bout avec toi, si tu veux bien demain. Je veux bien. Si tu veux.
vous êtes parti d'où? Alors moi, je suis partie du Puy en 2014. Et j'ai étalé mon parcours sur 5 années. Cette année, c'est la dernière. Donc j'ai fait 3 périodes de 15 jours en France et 2 périodes en Espagne. Et je suis assez surprise parce que je trouve que vos sacs pour 15 jours, ils sont pas très gros. Non, ils sont pas très gros parce qu'on s'est un petit peu allégé aussi. Quand tu fais 30 km par étape, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le soir, tu as un peu mal au rein, un peu au genou et ici au niveau du dos. Mais on oublie très vite que l'on a souffert. C'est vrai, hein. Voilà. Dis-moi, Dani, d'après toi, qu'est-ce qui t'aurait empêché d'aller jusqu'au bout du chemin? Empêcher rien parce que bon, la volonté, je l'ai. Donc c'est vrai que je me suis entraînée en amont. Mais je me demandais si sur 15 jours, je pourrais tenir le coup. Puis finalement, je m'aperçois que les 4 premiers jours sont toujours les plus difficiles. Et puis après, on est tellement empli de cette ferveur de marcher qu'on n'a plus envie de s'arrêter. On a vraiment envie de continuer. Et là, aujourd'hui, je sens la fin et je sens que je vais être en manque. Ça va te manquer. Ça, c'est une œuvre qui célèbre le passage du pape Jean-Paul II à Santiago de Compostela. En quelle année? C'était en 1982. Là, je pense que les gens viennent déposer leurs demandes, leurs dons, et également, regarde la chaussure avec le sparadrap, c'est rigolo. Et je pense que là, c'est la fin de leur calvaire. À partir du moment où tu aperçois la cathédrale, je crois que pour eux, c'est également la délivrance, et dire que c'est la fin du chemin, presque la fin du chemin. Alors, ça voudrait dire peut-être qu'on l'aperçoit, la cathédrale? Ça, c'est possible. Ah, mais regarde, elle est là. Elle est là, en face. On voit 3 tours, là. Oui, elle est là. On est à 10 ou 12 km maximum. Donc à pied, comparativement aux 1500 qu'on vient de faire, c'est vraiment peu. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. Vous êtes prêtes, les filles? Bien sûr. On y va? On y va. Allez. Elle est belle, hein. Oui, elle est belle. Elle est magnifique. La cathédrale Saint-Jacques. Ah, on la voit apparaître, c'est vrai que ça fait quelque chose. Ah, ça fait... Oh là 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 là. On en a vraiment rêvé de ça. T'as plus de mots. Ce parvis, c'est... Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est magnifique. On y est, Martine. Merci à toi aussi, Dani. Merci de m'avoir invité à vivre ce moment avec vous. Le gigantisme, c'est énorme. C'est beau, c'est grandiose, c'est majestueux et touchant. Super, vous êtes magnifiques. Elles l'ont fait. Sympa. Super. Merci beaucoup. Moi aussi. Super. Maintenant, on y va? On va à la messe? On va essayer d'entrer, là. Il y a du monde, hein? Oui, je crois qu'il faut faire la clé. Non, mais ça passe assez vite, quand même. Ouais.
Non mais vraiment des émotions dans cette cathédrale incroyables. Ouais. Incroyable, incroyable. Ouais. Et avec cet encensoir là, vraiment c'est quelque chose d'incroyable. Incroyable. Vous savez pourquoi il y a cet encensoir? En fait, plusieurs histoires courtes. La première, bon, c'est pour bénir les pèlerins, bien entendu. Mais sinon, l'histoire plus ancienne, c'est que après un long cheminement de 2 mois, voire 3 mois, les pèlerins arrivaient à Santiago et avec des odeurs plus ou moins agréables. Hein. Agréables, pas agréables. Donc en fait, ils les purifiaient aussi. Voilà. Enlever ces odeurs. Hein. C'est vrai que ça embaume la cathédrale d'un coup. Tout à fait. Nous, on te conseille, si tu veux terminer ton voyage, d'aller jusqu'à Cap Finistère. Oui. La légende dit qu'en fait, la coquille, on la prend pour savoir sur le chemin que nous sommes des pèlerins. Mais normalement, c'est la ramasser sur la plage de Cap Finistère, la coquille. Oui. Et là, tu es un pèlerin qui a accompli. Merci à toutes les deux. J'embrasse aussi ton nounours. Il nous a accompagnés. Merci Tiga. C'était un plaisir. C'est un plaisir, vraiment. C'était vraiment Moi aussi. À bientôt. À bientôt. À très bientôt, j'espère. Salut les filles. Je suis sûre. Bonne fin de voyage. Salut. Une côte de granit rongée par les vagues, un ciel chargé et souvent brumeux. En Galice, le long du Camino del Norte, l'assaut incessant de l'Atlantique Nord façonne le paysage et rappelle étrangement les landes bretonnes ou écossaises. Un décor magique et surtout inspirant pour Francis, ce Parisien qui rêvait de Bretagne. Je suis arrivé par hasard en Espagne, j'allais en Andalousie comme tout le monde et j'ai connu une dame, une fille, qui m'a dit qu'elle était de la Corogne. Moi, j'avais aucune idée où était la Corogne. Une fois passé la frontière de la Galice, je me suis retrouvé en Bretagne. C'est la même géologie, la même végétation, hein, et donc on n'est vraiment pas dépaysé. Alors ça m'a vraiment étonné, hein, et aussi ça m'a beaucoup plu. Et je me suis vraiment acclimaté comme un Breton, pratiquement. Ria profond, plage ou encore crique isolée, c'est en découvrant la variété des paysages galiciens il y a 32 ans que Francis a été pris de l'envie de retrouver ses pinceaux. C'est très inspirant. Ce qu'il y a, c'est que la lumière est très spéciale. Ça n'a rien à voir avec la lumière de la Méditerranée. Hein, on est toujours en train de travailler dans des tons gris, hein, mais très subtils. Je cherche surtout la lumière qui entre les nuages. Et ici, c'est facile à trouver. Véritable terre de mystère, où les symboles celtiques sont omniprésents. La Galice partage avec les autres nations celtes une tradition de contes et légendes qui continue de peupler l'imaginaire collectif. La Galice, on dit souvent que c'est une terre de sorcières, une terre de magie. Mais ça fait partie de notre histoire. Il y en a qui s'appelaient, d'autres non. Mais il y a quelque chose de magique ici. Cette magie, elle nous vient du monde castreño. Et elle se prolonge encore aujourd'hui. Les Castreños, ce sont les habitants des Castros, ces anciens villages de pierre fortifiés qu'on retrouve un peu partout dans la province. De l'âge de bronze au 1er siècle de notre ère, cette civilisation influencée par le monde celtique rayonne sur ce quart nord-ouest de l'Espagne. À Santa Trega, à la frontière portugaise, les murets de pierre remarquablement conservés dominent la falaise en véritable sentinelle du passé. Les Castreños sont originaires de Galice, avec peut-être des influences du centre de l'Europe, du centre de l'Espagne, mais aussi du sud. Parce qu'il y avait des relations commerciales importantes entre la Galice et les autres régions d'Europe, y compris avec la Bretagne française, la Grande-Bretagne, et tout ça au travers d'une navigation côtière. L'arrivée des Celtes dans la péninsule ibérique reste un grand sujet de controverse. Ils se seraient en fait mêlés aux nombreux peuples autochtones. Et sur ces anciens habitants de la Galice, il reste encore beaucoup à apprendre. Celtique, romantique, mystérieuse, la Galice est aussi une terre de musique. Ici, la gaïta galega, la cornemuse galicienne, est reine.
Quand j'ai commencé ce métier, j'ai réalisé que je pouvais faire des choses très différentes, m'amuser à les personnaliser par exemple. Et ça m'a tout de suite passionné. Et aujourd'hui, quand je croise quelqu'un qui joue de mon instrument, c'est toujours une grande fierté. Alberto joue de la gaïta depuis ses 11 ans. Véritable passionné, il est devenu expert dans leur fabrication. Proche parente de la cornemuse et de notre biniou breton, la gaïta galega est pourtant bien différente de ses cousines. On joue d'une manière similaire. Les instruments fonctionnent presque pareil, mais ils sont très différents. En Écosse, les sons des bourdons sont plus graves. L'instrument est beaucoup plus gros et plus sonore. La manière de poser ses doigts est différente, tout comme la décoration. Aujourd'hui, la Galice compte une trentaine d'artisans spécialisés dans l'instrument à vent. La gaïta, un temps délaissée, a de nouveau le vent en poupe. Avant, tu apprenais des anciens, ou alors avec ton père s'il en jouait. Aujourd'hui, on apprend la gaïta au conservatoire. Il y a de plus en plus d'intérêt pour cet instrument. Il y a un mélange de cultures, et puis il y a aussi les influences bretonnes, irlandaises et écossaises. De toutes les fêtes populaires ou religieuses, la gaïta traditionnelle s'accompagne généralement de tambours, de flûtes, voire de violons. Dans les formations de gaïtéro, pas question de kilt. Et si les accords celtiques pointent, c'est avant tout l'âme galicienne qu'on entend résonner dans la musique. C'était super. Merci infiniment. Non, mais heureusement que tu étais là pour me prêter une planche. Hein. Rafraîchissant. C'est rafraîchissant. C'est vraiment une belle récompense après tout ce que j'ai marché. Il est super beau ce spot. Tu surfes souvent ici à Cap Finistère? Ici, c'est pas si à côté de chez moi. On est à 1 heure. Ça veut dire que je viens de temps en temps quand les prévisions sont bien. Il y a des grosses vagues, je viens tout seul. Je m'échappe un peu de boulot. Ton accent, il vient d'où? Je suis moitié brésilien. Ma mère elle est brésilienne, mon père elle est français. C'est là que je dois aller surfer. Ici, elle est trop froide. Mais bon, c'est pour les marcheurs. Les oui, jaquets, voilà. non? C'est quoi? C'est le ça. jaquet? C'est pour les jaquets comme moi. Ça nous retonifie là. Ça fait vraiment du bien de voir de l'eau. Hein. J'aime bien quand il y a les vagues qui arrivent. Tu fais quoi là après? Moi, j'ai rien à faire. Si tu veux, je t'accompagne un peu. Ouais. Jusqu'à la fin. C'est vrai? Ouais. Génial. Merci beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ramassent des coquillages? C'est les palourdes qui cherchent là. C'est bien connu la Galice pour les fruits de mer, pour ça. Les pêcheurs sont partout. Il y a aussi les coquilles Saint-Jacques, j'imagine. Mais normalement, ils ne cherchent pas au bord comme ça. Les coquilles Saint-Jacques, c'est au milieu de la baie. D'accord. Tu l'as déjà fait, toi, le chemin de Compostelle? Je n'ai jamais fait. Normalement, c'est la période de l'été. Et moi, j'ai une école de surf, je ne peux pas bouger. Je suis dans le surf. L'été, je suis dans le surf. Allez, on va goûter. C'est moi qui tire. Qu'est-ce que tu préfères? Les deux? Ouais, un petit peu des deux. Un peu des deux? Tu me dis stop. Stop, stop. Et la coquille qui va avec? Merci. Mais je t'en prie. De nada. Okay, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Tu enviens une coquille depuis la France. Est-ce que tu vas donner la coquille à quelqu'un d'autre pour faire tout le chemin de Saint-Jacques? Mais c'est pas bête, écoute. Je sais à qui je vais offrir cette coquille. Ah! À toi.
À moi? Faut que tu le fasses avec ta maman. Tu t'y attendais pas du tout pour de vrai? Non. C'est vrai? Bah voilà. Merci pour ce cadeau. Je vais le faire. T'es fatiguée? Non. Je pense que je suis excitée, heureuse et satisfaite. Est-ce que tu vas jeter tes chaussures? Je crois pas avoir besoin de jeter mes chaussures, mais je vais aller jusqu'au bout du chemin. Je crois que tu les aimes un peu. Je crois que j'en ai besoin pour rentrer chez moi surtout. Tiens, regarde, il y a plein de trucs abandonnés, des chaussures, des coquillages. T'es arrivée. On est arrivé. T'es contente? Ouais, je suis hyper heureuse. Et tout d'un coup, tu sais, je me sens accablée de fatigue et de nostalgie. Éric, tu te rends compte qu'à l'époque, au Moyen-Âge, ils ne connaissaient pas encore les Amériques. Ils ne pouvaient pas traverser l'océan comme nous aujourd'hui. Pour eux, véritablement, ici, c'était le bout du monde. C'était la fin d'un voyage, un pèlerinage qui durait depuis des mois. C'est le moment de paix. Ouais. C'est fini. On regarde la mer. Ouais, là, vraiment, c'est ça. Et c'est ici, à Cap-Finistère, que s'achève mon chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et ses échappées belles. Il faut que je vous dise que cette aventure sur les traces de l'histoire m'a permis de traverser le nord de l'Espagne jusqu'à la pointe la plus à l'ouest de l'Europe. Ça a été vraiment un chemin très physique, très sportif, très spirituel et riche de rencontres. Merci à tous. Pour revoir ces très belles échappées belles, rendez-vous sur le replay de France Télévisions. Quant à moi, je vous attends sur tous les réseaux sociaux pour continuer ce voyage et en préparer d'autres. Si je vous ai donné envie de faire le chemin de Compostelle, buen camino. À bientôt.